Imagine, tu te lèves demain matin, ton patron te dit bonne nouvelle, désormais tu touches 7 600 € bruts par mois. Tu as une enveloppe supplémentaire de 7 200 € pour tes frais sans avoir à justifier où va l'argent. Tu peux embaucher 3 personnes avec 11 000 € mensuels, dont, si tu veux, ton conjoint et tes enfants. Tu paies moitié moins d'impôts qu'un salarié à revenu équivalent. Et au bout de 5 ans seulement, tu touches une retraite à vie. Ah, et tu peux voyager gratos en première classe SNCF jusqu'à ta mort. Tu te dirais que c'est trop beau pour être vrai. Tu aurais raison. C'est trop beau pour toi, mais pas pour 577 personnes en France qui s'appellent les députés. Et ce n'est même pas le pire. Bienvenue sur Ma pauvre France. Aujourd'hui, on ouvre un livre que la classe politique française aurait préféré ne jamais voir publié. Il s'appelle Pilleurs d'État. Il est signé Philippe Pascot et il est écrit, attention, par quelqu'un qui était dedans pendant 25 ans. Philippe Pascot, c'est pas un journaliste qui regarde la politique de loin avec une paire de jumelles. C'est un ancien adjoint au maire d'Évry. Le maire d'Évry, à l'époque, je te le donne en mille, Manuel Valls. Pascot a été conseiller régional. Il a côtoyé tous les grands noms de la politique française pendant un quart de siècle. Et un jour, il en a eu marre. Il a pris un cahier, un stylo, et il a commencé à noter ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce que normalement on ne dit pas à voix haute à la maison commune des élus. Le résultat, c'est ce livre, 203 pages, un bouquin qui ne crie pas tous pourris. Pascot le dit lui-même, ce serait trop facile et faux. Lui, il dit autre chose et c'est beaucoup plus dérangeant. Il dit, ce ne sont pas les élus qui sont le problème. Le problème, c'est le système qu'ils ont construit pour eux-mêmes. Un système où l'abus est devenu légal, où le privilège est devenu un droit, où la transparence existe sur le papier et nulle part ailleurs. Et toi, pendant ce temps-là, tu te serres la ceinture. Note bien le mot ceinture. On va y revenir. Alors aujourd'hui, on plonge dans ce livre, pas pour t'énerver pour rien, pour comprendre, parce que comprendre, c'est déjà commencer à reprendre le pouvoir. Et toi qui regardes cette vidéo, tu vas découvrir 4 choses que je te garantis, tu ne les diras plus jamais de la même façon. Les vrais salaires de tes élus en 2026, l'enveloppe magique qu'ils dépensent comme ils veulent, leur retraite VIP à côté de la tienne, et la justice à 2 vitesses qu'ils se sont fabriqués. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière partie, je n'ai jamais réussi à m'y habituer. C'est parti, acte 1, les vrais chiffres. Et là, accroche-toi, parce que le livre de Pascot date de 2015, mais les chiffres ont juste augmenté depuis. Au 1er janvier 2026, voilà ce que perçoit un député à l'Assemblée nationale. Et ce ne sont pas des estimations, ce sont les chiffres officiels publiés par l'Assemblée elle-même. Une indemnité parlementaire brute de 7 637 € par mois, net après cotisation 5 953 €. C'est déjà presque 5 fois le SMIC, mais ce n'est que la partie visible. Ajoute à ça la dotation de fonctionnement parlementaire qui était auparavant connue sous le nom de DFP, anciennement IRFM, 7 238 € par mois. Ajoute encore le crédit collaborateur, 11 463 € mensuels pour embaucher du personnel. Tu fais le total. Tu arrives à plus de 26 000 € par mois de ressources publiques pour faire fonctionner un seul député. 26 000 €, le salaire annuel d'un Français médian, ton député le brûle en un mois, et au Sénat, c'est encore plus généreux. Tu pensais que la Cinquième République était une démocratie? C'est aussi un club de bienfaisance pour ses propres membres. Mais attends, ce n'est pas le scandale. Le scandale, c'est ce que tu ne vois pas dans la fiche de paie. Acte 2. L'enveloppe magique. Ah, ça, c'est mon préféré. Pascot lui consacre des chapitres entiers et tu vas comprendre pourquoi. La fameuse IRFM, indemnité représentative de frais de mandat, rebaptisée AFM puis DFP pour faire moderne. C'est cette enveloppe de plus de 7 000 € par mois que touche chaque parlementaire en plus de son salaire. À l'origine, c'est censé couvrir les frais, permanence, transport, repas avec les électeurs, fourniture, logique sur le papier. Sauf qu'il y a un détail. Pendant des années, jusqu'à une réforme partielle après 2017, cette enveloppe n'avait aucun contrôle, aucune. Le député ou le sénateur la touchait sur son compte personnel et il en faisait, je cite Pascal Terrasse, député, ce qu'il voulait.
citation textuelle dans le livre, les indemnités d'élus, jusqu'à preuve du contraire, on peut en faire ce qu'on veut. J'ai la loi pour moi. Voilà, tu as compris l'esprit de la maison. Concrètement, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Pasco raconte. Certains payaient leurs vacances. D'autres, et là tu vas adorer, achetaient avec l'argent public un appartement personnel qu'ils appelaient pudiquement permanence parlementaire et qui leur restait à la fin du mandat, avec l'argent public. Pas un prêt à rembourser, un cadeau, une plus-value privée financée par toi, contribuable, qui te demande si tu vas pouvoir partir une semaine en Bretagne cet été. Pasco cite des dizaines de cas dans son livre. Des députés qui ont acheté des appartements de 50, 75, 90 mètres carrés, remboursés par l'IRFM. Des biens qui valent aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros. Une députée des Alpes-Maritimes, interrogée à la télé en 2012, a même eu cette phrase d'anthologie. Vu la précarité de notre métier, je trouve ça normal. La précarité du métier de député. Tu sais, ce métier où tu touches 26 000 euros par mois et où tu peux toucher la retraite après 5 ans, cette précarité-là, j'ai un petit jeu pour toi. Si tu travaillais dans le privé et que tu utilisais l'argent de ta boîte pour t'acheter ton appartement perso, ça s'appelle comment? Détournement de fonds. Article 4, 132-15 du Code pénal, 5 ans de prison. Mais pour un parlementaire, pendant des années, ça s'appelait user de son IRFM. Je te laisse savourer la nuance grammaticale. Acte 3, la retraite. Et là, je vais te demander de respirer parce que c'est mathématiquement ce qui m'a le plus fait mal au crâne. En France, en 2026, un retraité moyen touche, attention chiffre officiel, DRIS 1540 et 1 euro net par mois. Pour ça, il a cotisé pendant 42 ans. 42 ans à se lever tôt, à perdre son week-end, à enchaîner les CDD au début, à supporter des chefs imbuvables, à reporter les vacances, à mettre de côté pour les enfants. 42 ans, 1540 et 1 euro. Maintenant, écoute bien, un député de l'Assemblée nationale, après 5 ans de mandat, un seul mandat, touche déjà 684 euros net de retraite à vie. 5 ans, pas 42, 5. Et la retraite moyenne, toute carrière confondue, d'un ancien député, c'est environ 3 000 euros par mois, soit 2 fois ce que touche un Français moyen qui a bossé pendant toute une vie. Pourquoi? Parce que les députés ont conservé un système de cotisation doublée qui leur permet de cotiser une fois et demie pour leurs 2 premiers mandats et un peu moins ensuite. Tu fais le calcul. 20 ans de mandat dans la vraie vie, ça vaut presque 30 ans pour la retraite. Magique, hein? Et ce n'est pas tout. Pasco pose la question dans son livre, je la cite presque mot pour mot, pourquoi un élu peut-il cumuler jusqu'à 5 retraites différentes alors qu'un salarié n'en a qu'une? Pourquoi? Parce qu'un ancien préfet devenu député peut toucher sa retraite de préfet plus son indemnité de député plus tard sa retraite de député, plus s'il a été maire sa retraite de maire, plus s'il a été sénateur. Pasco évoque le cas de hauts fonctionnaires nommés préfets hors cadre, un titre fictif pendant qu'ils sont parlementaires, juste pour cotiser à un régime de plus. Le livre appelle ça les préfets fantômes. Moi, j'appelle ça les multicartes du pôle privilège. Petite parenthèse comique. Tu sais ce qu'on dit aux Français qui veulent partir à la retraite à 62 ans? C'est pas possible. Le pays est en déficit. Il faut travailler plus longtemps. Tu sais combien il y a de parlementaires à la retraite en France qui touchent plusieurs pensions cumulées? Tu n'auras jamais le chiffre exact. Pasco le note dans son livre, il a essayé. Personne ne veut donner le chiffre. C'est trop gênant. Mais pour Jean-Michel à Concarneau qui a cotisé toute sa vie, on a le chiffre de ces 10 euros de prime exceptionnelle au centime près. Acte 4. Et celui-là, c'est le plus dingue. La justice à 2 vitesses. Pasco consacre tout un chapitre à un truc qui s'appelle la protection fonctionnelle. En clair, si un élu est mis en examen dans le cadre de ses fonctions, sa mairie ou son institution peut prendre en charge ses frais d'avocat. Bon, jusque-là, on peut comprendre. Sauf que, dans la pratique, ça donne ceci. Un maire qui a été filmé en train d'empocher une enveloppe contre la promesse d'un logement a touché 90 000 euros de frais d'avocat payés par sa commune, sur tes impôts locaux, pour se défendre, le cadeau de Noël ultime. Une autre commune, Roquebrune-sur-Argent, a vu son maire condamné en première instance pour fraude à la carte d'essence, demander à la mairie de payer ses frais. Et ça, ce n'est pas une faute du système, c'est le système lui-même. Pascotte écrit
L'argent du contribuable a servi à payer les avocats de l'élu incriminé et à rembourser le déficit. Une double peine, mais pour ceux qui n'avaient rien fait. Et puis, entre 2010 et 2012, un décret a permis aux députés, sénateurs et anciens ministres de devenir avocats sans passer le moindre examen, sans le CAPA, le certificat que tous les autres juristes mettent des années à obtenir. Pourquoi? Parce que les élections approchaient et qu'il fallait bien recaser ceux qui allaient perdre leur mandat. Pascotte raconte qu'à l'époque, le Conseil national des barreaux et les jeunes avocats ont protesté. Personne ne les a écoutés. La liste des bénéficiaires, on la connaît. Pascotte la cite. Anciens ministres, anciens députés, anciens conseillers, tous reconvertis en avocats d'affaires, qui monnaient ensuite leur carnet d'adresses. Un ancien Premier ministre, cité dans le livre, a gagné 4,6 millions d'euros d'honoraires d'avocat en seulement 2 ans après sa reconversion. 4 millions 6 pour un travail qu'il n'a jamais eu besoin d'apprendre par les voies normales. Et là, je m'arrête une seconde. Parce que la vraie question que pose Pascotte, ce n'est pas comment c'est possible, c'est pourquoi on accepte ça. Pourquoi, à chaque élection, ces mêmes personnes sont reconduites? Pourquoi les ministres mis en cause se relèvent toujours? Pourquoi les amendes dérisoires remplacent les peines de prison? Pourquoi un fraudeur fiscal anonyme risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, alors qu'un parlementaire qui ment dans sa déclaration de patrimoine ne risque que 30 000 euros et 0 prison? Pascotte, dans la dernière partie de son livre, pose une série de pourquoi qui font le tour de toutes ces aberrations. Tu veux la liste? Je te garantis qu'à la troisième, tu as envie d'éteindre ton ordinateur. Pourquoi un ancien sénateur a-t-il droit à la première classe SNCF gratuite à vie? Pourquoi un ancien ministre, son conjoint et ses enfants ont-ils droit à la gratuité Air France à vie? Pourquoi le restaurant du Sénat coûte-t-il aussi peu cher à un sénateur qu'un fast-food? Pourquoi les sénateurs se sont-ils versés en 2011, je cite, une prime exceptionnelle de rattrapage de 3 530 et 1 euro juste avant les vacances d'été? Pourquoi? 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 Et la réponse, c'est toujours la même, dans le livre comme dans la vraie vie. Parce qu'on les laisse faire, parce qu'on n'ose pas regarder, parce que c'est tellement énorme qu'on se dit que ce n'est pas possible. Mais c'est possible, et c'est légal, et c'est documenté, et c'est financé par toi. Alors voilà, je referme le livre. Et la conclusion, je te la donne mot pour mot, telle que Pascotte l'a écrite. Il y a juste tous ces élus qui votent en troupeau silencieux, sans poser aucune question, quand l'un d'entre eux mord la ligne jaune. Il y a juste ces élus et ces électeurs qui ferment les yeux en regardant ailleurs, tout en tendant la main vers celui ou celle qui leur laissera quelques miettes du gâteau. Le truc, c'est que Pasco écrit ça en 2015. 11 ans plus tard, en 2026, on n'a pas avancé d'un centimètre. Pire, la dotation est passée de 5 000 à plus de 7 000 euros par mois. Le club privé est juste devenu plus confortable. Mais, et c'est important, le livre ne se termine pas là-dessus. Il se termine sur une phrase de Pascotte que je trouve essentielle. Il dit, en substance, il y a aussi, à tous les étages, des élus formidables qui veulent juste servir. Le problème, c'est qu'ils sont en bas de la pyramide, et le système les broie autant qu'il broie les citoyens. Donc on fait quoi, nous, en bas? On regarde, on comprend, on partage, on en parle. On arrête de se résigner. On vote en sachant qui on vote. Et on lit Pilleur d'État de Philippe Pasco, parce que c'est 5 euros sur une plateforme d'occasion et que c'est l'investissement le plus rentable que tu feras cette année. Honnête, drôle, précis, sourcé, un livre dont la lecture est une forme de désintoxication politique. Et nous, sur Ma pauvre France, on va continuer. Un livre, une vidéo, une vérité qu'on remet sur la table. Parce que rire de ce système, c'est encore le meilleur bouclier qu'on ait. Et que la vérité, quand on la dit clairement, c'est l'arme la plus dérangeante pour ceux qui préfèrent qu'elle reste dans un tiroir. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne Ma pauvre France. Partage-la autour de toi, à un proche, à un collègue, à quelqu'un qui pense encore qu'il n'y a rien à faire. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé ou pour me proposer le prochain livre qu'on doit décortiquer ensemble. Et active la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. À très vite sur Ma pauvre France.